Auditrices, chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci à nouveau nos partenaires d'Attaque. Rosanne Perrault, bienvenue. Vous êtes membre du conseil d'administration d'Attaque au niveau national. Vous connaissez bien les dossiers. Jean Roel à vos côtés, bienvenue Jean Roel. Jean Roel, vous êtes président d'Attaque donc du comité Saint-Malo-Jersey. Aujourd'hui, le CETA. Alors le CETA, il y a quelques mois, vous nous aviez sensibilisé, informé sur ce qu'est le CETA précisément. Alors, c'est une histoire qui se déroule dans le temps. On va le voir avec vous, Rosanne Perrault, avec un rappel et une chronologie peut-être pour mise en contexte de toute cette question-là. On va commencer par ça. Donc la dernière fois, on avait expliqué les fondements théoriques plutôt du CETA, les dangers, etc. Mais effectivement, les choses évoluent. Le CETA, donc, qui est le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, a été ratifié par le Parlement européen le 15 février dernier. Et cette ratification a permis l'application provisoire du traité, alors même qu'il n'a pas été ratifié par les parlements des États membres. Il ne deviendra définitif que lorsque 38 assemblées nationales ou régionales se seront prononcées. Donc, il n'a pas été ratifié par les États, mais il est quand même en application provisoire. Depuis le 21 septembre à minuit, donc, l'Union européenne et le Canada ne composent plus qu'un seul gigantesque marché commun, sans droit de douane, et avec des normes qui devront progressivement être unifiées. Et donc, dans quel sens, selon vous, Rosanne Perrault, les normes Eh bien, devinez, dans le sens de l'abaissement des normes, évidemment. Hein. Nous, on est quand même un territoire, l'Union européenne, avec des normes sociales, environnementales, etc., qui sont exigeantes. Et on va le voir à travers des exemples. Le Canada, lui, sur la question, autorise la commercialisation, par exemple, de saumon transgénique, de produits traités. Il autorise aussi les OGM, etc. Toutes choses qui sont interdites en Europe. Et donc, voilà, quels sont les risques ? Donc, les ONG considèrent que le CETA représente le risque d'une régression en matière de standards environnementaux dont on vient de parler, mais aussi sociaux. Et on va parler tout à l'heure avec Jean du rapport des experts nommés par le président de la République. Ils ont été nommés par le président de la République pour éventuellement permettre à la France de renégocier, de demander la renégociation du traité. Ces experts ont rendu un rapport très 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 critique sur le plan environnemental, ce qui n'a pas empêché le gouvernement de considérer que le CETA devait s'appliquer. Alors le CETA, comme ce que l'Union européenne est actuellement en train de négocier avec 25 pays, dont le Japon, vise principalement à réduire les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les normes, parce que les barrières tarifaires n'existent déjà pratiquement plus. Il porte une logique de destruction et d'impossibilité des services publics. Il est incompatible avec la sauvegarde de l'environnement. On dit aussi qu'il s'agit d'accords de nouvelle génération, parce qu'ils contiennent des mécanismes sur lesquels nous reviendrons, qui donnent aux transnationales et à leurs lobbies le pouvoir d'influencer de façon institutionnelle sur les lois et les règlements. Alors, qui sont les promoteurs de ces oui, traités ? c'est la question que j'allais vous poser. Qui profite le crime À qui profite le crime ? Eh bien, on peut l'affirmer, ce sont les multinationales et les dirigeants d'orientation libérale. Maxime Combes, qui est économiste à Attaque, explique en particulier que ces traités répondent à une nouvelle stratégie des multinationales. Depuis la crise de 2008, la part du commerce dans le PIB n'augmente plus. Elle atteint une certaine limite intrinsèque. Après 60 ans d'augmentation, les multinationales ne recherchent plus une expansion de la mondialisation. Ce qu'elles espèrent en revanche, ce sont des outils pour défendre le pouvoir qu'elles ont acquis sur l'économie mondiale et s'assurer qu'il ne puisse plus y avoir de retour en arrière. C'est pour cela que ces accords se concentrent sur la question des normes. Voilà, on peut se référer à la déclaration du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, vendredi 28, un colloque sur le CETA organisé par le MEDEF. Le gouvernement sera ferme sur son soutien au CETA. C'est clair. La supériorité du libre-échange sur le protectionnisme, ça c'est l'argument classique. En élément de langage actuel, cela donne, on oppose la complexité du réel au raccourci populiste. Il vaut mieux un bon accord avec un pays comme le Canada qu'un repli sur soi et l'autarcie qui n'est pas possible. Pourquoi il faut se mobiliser ? Parce que c'est un accord qui est contraire à la démocratie. On l'avait dit la dernière fois, il a été négocié depuis 2009 dans le dos des populations concernées. Il institutionnalise des règles commerciales en les plaçant au-dessus de nos lois nationales votées par nos parlements nationaux. Il impose que les services publics soient mis en concurrence. Il impose un organe de coopération réglementaire. Au sein de cet organe, les multinationales et les lobbies devront être consultés par les commissions qui élaborent les projets de loi. Tous les projets contraires aux intérêts des multinationales seront filtrés et neutralisés.
Et enfin, parce que cet accord donne le pouvoir à des investisseurs privés d'attaquer les États lorsque ceux-ci s'opposent à la mise en œuvre d'un projet d'exploitation. C'est pour cela qu'on les appelle accords de deuxième génération. Donc là, au niveau des causes, contraire à la démocratie. Alors je vais vous donner un exemple récent. Une filiale de Veolia a attaqué la municipalité de Vilnius, qui a pris la décision de remunicipaliser le chauffage central de la ville, ce qui a fait perdre à Veolia des revenus, les revenus escomptés. Oui. Veolia demande 100 millions d'euros de dédommagement au titre de traitement injuste et d'expropriation de ses filiales devant un fameux tribunal arbitral qui est là pour juger les différends entre les États et les investisseurs. Jean Rouel, dites-nous alors, comment faire échec au TAFTA? Alors, les différentes actions que l'on peut mener sont des actions à plusieurs niveaux, mais je voudrais signaler que cette typologie des actions que l'on mène, c'est une typologie dont on s'est déjà servi et qui, pour l'instant, il faut le reconnaître, a buté principalement sur soit une écoute relativement distraite de la part des élus, soit au niveau des institutions, soit par un manque de conscience de la responsabilité qui est la leur dans la conduite de la démocratie. Donc nous avons, on va dire, plusieurs fers au feu pour ces mobilisations. Alors bien sûr, c'est d'abord sensibiliser nos élus, aussi bien les députés de l'Assemblée nationale que nos organisations, nos institutions régionales et locales, puisque, comme l'a dit Rosane tout à l'heure, les attaques contre la démocratie intéresseront tous les niveaux institutionnels en France, que ce soit au niveau national, local. Donc nous avons ce premier élément. Le deuxième élément de mobilisation, c'est actuellement dans le cadre de la réflexion qui est menée par le collectif national Stop TAFTA, c'est le lancement d'une initiative citoyenne européenne qui serait de nature, on va dire, à rappeler que le tribunal de l'Union européenne avait condamné la Commission européenne pour ne pas avoir pris en compte une initiative citoyenne européenne précédente sur le TAFTA et qui avait rassemblé plus de 3 300 000 signatures dans tous les pays concernés par l'Union européenne. Et donc, on sait que maintenant, il y a, on va dire, cette expérience-là qui permet de penser que cette future initiative citoyenne européenne sera de nature à porter ses fruits. Donc ça, c'est une chose. Alors, nous avons les moyens traditionnels qui sont les pétitions, etc., les choses. Mais moi, je crois beaucoup, et je le dirai sans doute dans la suite de mon propos, je le dirai sûrement, c'est au niveau des initiatives locales. Et là-dessus, notamment en ce qui concerne la Bretagne, il y aura un certain nombre, on va dire, de paramètres à considérer avec la plus grande vigilance, qui sont de nature à percuter les points faibles et les points forts de l'économie bretonne. Et donc, on en reviendra certainement là-dessus. Mais je crois beaucoup à ce que sur cet aspect, on va dire, plus régional, plus près du terrain, compte tenu des enjeux. Je voudrais expliquer ce que c'est que l'initiative citoyenne européenne. C'est en effet l'un des rares outils européens de démocratie participative à l'échelle de l'Union européenne. C'est un mécanisme intégré au traité de Lisbonne qui permet à 1 million de citoyens provenant d'au moins un quart des États membres d'inviter la Commission de Bruxelles à soumettre une proposition législative sur tel ou tel sujet. Dans les faits, ce dispositif fonctionne mal, mais il est quand même intéressant de noter que la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que la position de la Commission qui avait refusé d'enregistrer l'ICE sur le TAFTA, cette position-là n'était pas valable. La Commission européenne a entravé, en refusant d'enregistrer l'ICE sur le TAFTA, la Cour de justice européenne a estimé que la Commission a entravé le déclenchement légitime d'un débat démocratique en temps utile. D'accord. Donc ça nous donne beaucoup de légitimité, nous, qui nous mobilisons contre ces traités-là, pour agir, puisque même les institutions européennes nous donnent raison. Par ailleurs, la même Cour de justice a démontré que la Commission européenne n'était pas légitime à négocier seule ces accords de libre-échange sans l'implication des États membres. Donc vous voyez... Jean Rouel ? D'ailleurs, à ce propos, question de légitimité, il est à remarquer que la mission qui avait été commandée par le gouvernement pour une étude d'impact du CETA sur l'environnement, le climat, la santé, que cette mission a repéré que l'une des critiques qui avait été faite dans tous les accords de libre-échange et qui reste donc actuelle, c'est le manque de transparence de la procédure, tant au niveau des négociations préliminaires qui avaient engagé finalement aussi bien au niveau du TAFTA avec les États-Unis qu'avec le Canada. Ces négociations préliminaires avaient été faites
sans connaître le mandat de négociation, et que ensuite cette obscurité avait été le fil rouge de la communication de l'Union européenne là-dessus. Voilà, donc on sait que là-dessus, la Commission, cette mission d'expertise commandée par le gouvernement, le signale et le critique. Par ailleurs, la façon dont l'action doit être menée, c'est de montrer que le CETA est contraire aux accords de Paris sur le climat. Et je crois que là-dessus, nous avons des choses à dire, et nous avons des choses à dire en Bretagne, puisque en Bretagne, effectivement, on sait que le contexte dans lequel évolue l'agriculture bretonne, notamment, est un contexte qui est, on va dire, relativement contraint par rapport à un certain nombre de laissés-aller qui sont constatés dans la réglementation canadienne. Alors, de quoi parlons-nous? Nous parlons que sur le plan des pesticides, en Bretagne, le plan Ecophyto 2 qui a été publié en 2015, l'objectif est de faire baisser de 50% l'utilisation des pesticides en France. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Eh bien, au Canada, on constate que, par exemple, pour bien comprendre la façon dont ça se passe, l'atrazine, qui a été interdite par l'Union européenne en 2003, est toujours acceptée et toujours utilisée. Bon, ça c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est la façon dont fonctionne la réglementation en matière environnementale au Canada, à savoir que pour qu'un produit soit retiré ou que du moins son utilisation soit réglementée, il faut que la société, que le gouvernement, que des organisations fassent la preuve scientifique effectivement des risques qu'il y a pour la santé. Et donc ceci est d'une grande, on va dire, imprécision dans le texte du CETA, puisque effectivement les exigences scientifiques ne sont pas quantifiées. Et donc, on connaît la technique qui consiste à dire, lorsqu'il y a des études qui sont effectivement contraires à des projets d'investissement, etc., on dit, eh bien voilà, ces études ne sont pas suffisamment approfondies, il faut relancer d'autres études pour prouver ce qui n'a pas été prouvé. Or, on sait qu'en matière de bénéfices pour la santé, c'est toujours très difficile de quantifier. Le principe de précaution, qui lui est un principe sur lequel on peut peut-être échanger maintenant. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce principe de précaution au regard du CETA en fait? Alors, sur le principe de précaution, il faut savoir que lorsqu'il y a une hypothèse de risque en matière de santé publique, le principe de précaution consiste à dire qu'il est de la responsabilité de la société productrice du produit de faire les analyses montrant la non-toxicité ou la toxicité du produit. Ça, c'est le principe sur lequel toute la réglementation de l'Union européenne jusqu'à présent s'est bâtie. Or, au Canada, c'est exactement la logique inverse. Alors, la logique inverse, c'est de dire, eh bien, si vous voulez interdire ce produit, il faut que vous nous prouviez sa nocivité. Donc, tant que les recherches n'ont pas abouti, ça restera quelque chose qui... on restera sur la prolongation de l'état de fait. En matière de pollution, et pour en revenir à la Bretagne, le rapport 2016 du ministère de l'Agriculture révèle une augmentation de la pollution des eaux par les pesticides, alors que le plan Ecophyto était de 2015, ce qui prouve qu'en dépit de la mise en place de certaines dispositions, l'agriculture, même si elle est davantage contrainte, en Bretagne comme en France, eh bien, elle est encore sur une augmentation de fait des taux de concentration dans tous les lieux de prélèvement. Donc voilà. Donc on se dit, on a interrogé les organisations agricoles là-dessus. Et dans la commission des affaires économiques qui s'est réunie donc à l'Assemblée nationale, alors ça devait être le 21 ou le 22 septembre dernier, les organisations professionnelles agricoles donc, ont été interrogées sur ce qu'ils pensaient. Donc là, je vais quand même citer, parce que c'est important, surtout dans notre région, Monsieur Sébastien Windsor, qui est membre du bureau de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. C'est quelque chose qui est générateur d'inquiétude. Enfin, moi, je ne vais pas vous dire le contraire, dit-il, entre guillemets. C'est absolument pas ce que l'on prône pour sortir de la problématique actuelle. Monsieur Jean-Baptiste Gatouillat, qui est vice-président des jeunes agriculteurs, a dit « On s'est toujours positionné contre le CETA depuis le démarrage ». Monsieur Patrick Bénézit, qui est secrétaire général adjoint de la FNSEA, ce sont des accords où l'on n'a pas demandé l'avis à personne, dit-il. Il est quand même dit et explicité que 50 substances interdites en Europe sont utilisées au Canada, dans ce que je vous disais tout à l'heure avec l'exemple de l'atrazine. Les pesticides, des anabolisants, des antibiotiques, des activateurs de croissance, etc. Et dernière personne qui a été interrogée, c'est le président de la coordination rurale, M. Bruno Dufayet. M. Bruno Dufayet, qui considère que injecter sur le marché de la viande, qui est déjà à saturation
rajouter 75 000 de viande, par exemple de viande de bœuf, alors que les revenus des agriculteurs, on sait ce qu'ils sont, c'est catastrophique. Il dit, et c'est quasi suicidaire pour un pays comme la France de vouloir accepter ce genre d'ouverture. Donc vous voyez, on n'est pas là sur des gens qu'on pourrait considérer des extrémistes. Ce sont bien des personnes qui sont tout à fait légitimes pour parler de leur métier. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit considérer comme une réalité insupportable dans notre région de Bretagne. Rosane Perrault. On pourrait compléter sur la question climatique en disant que, donc, on l'a vu, le CETA encouragera l'agrobusiness par la mise en concurrence des fermes-usines canadiennes avec notre élevage et notre agriculteur qui sont soumises à des règles beaucoup plus contraignantes que les leurs. Le Canada est le 5e producteur mondial d'OGM. D'autre part, ces accords se traduiront par une augmentation considérable des transports transatlantiques, provoquant l'accroissement de la production des gaz à effet de serre. Le CETA amplifiera l'extraction et la consommation d'énergies fossiles polluantes, comme le pétrole extrait des gaz de schiste en Alberta. Donc on voit bien que le CETA, il est contraire à la démocratie, il est contraire aux accords de Paris sur le climat, il a des conséquences néfastes pour l'agriculture en général et pour la Bretagne en particulier. Ouais. Donc il faut absolument faire échec à ce traité dans la mesure où il crée un précédent. C'est ce qui est important à comprendre. Ce que nous acceptons avec le CETA, nous ne pourrons pas le refuser aux autres pays ailleurs dans le monde. Et nous voyons aussi que, même non ratifié par les États membres, il permet une attaque d'ampleur par le biais du Forum de coopération réglementaire qui s'applique aujourd'hui, alors même que le CETA n'a pas été ratifié. Je peux donner un exemple. Si jamais Emmanuel Macron décidait d'appliquer sa promesse de campagne de placer la France à la tête du combat contre les perturbateurs endocriniens, il se rendrait à la Commission avec l'ambition d'interdire ces substances nocives en choisissant une définition étendue. Comme le prévoit le CETA, il devrait en référer d'abord à l'organisme de coopération réglementaire où siègent les lobbies industriels. Ces derniers déploieraient bien évidemment un intense travail d'argumentation et feraient peser la menace de poursuite devant le tribunal arbitral, qui n'est pas encore mis en place dans la mesure où le traité n'est pas ratifié. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Quand Jean parlait tout à l'heure des différents niveaux de décision, ça n'est pas seulement les décisions nationales ou régionales, mais même les décisions communales. On imagine par exemple une commune qui décide d'attribuer un marché public, enfin de lancer un marché public pour la fourniture d'aliments pour ses cantines scolaires, son EHPAD, etc., en disant on privilégiera les filières courtes et puis le bio, la filière bio. Eh bien, Sodexo, enfin les grandes multinationales de l'alimentation collective pourront menacer de saisir ces tribunaux-là. Si vous voulez, dans la mesure où ces tribunaux existeront, cela se traduira par une énorme prudence des communes qui se diront mais attendez, si on lance un marché public et qu'on spécifie ça dans le cahier des charges, on a un risque énorme d'être traîné devant un tribunal arbitral. Et il faut savoir qu'il faudra débourser 10 000 euros, 20 000 euros pour payer des avocats. Ça sera extrêmement coûteux. Donc, il y aura une autocensure finalement des communes. On voit bien qu'on ne va pas vers des choses vertueuses en matière environnementale, d'alimentation. Enfin, on est très contents, nous, de cette prise de conscience des citoyens en faveur des circuits courts, du bio. Et bien, on voit que le CETA pourrait anéantir tout ça. C'est terrible. Ma radio. Radio Parole de Vie. Radio Parole de Vie. Sur 100.5. Et sur Internet. Je voulais abonder dans le sens de ce que vient dire Rosane, notamment en matière, on va dire, de droit et de réglementation. On a vu, et Rosane l'a dit dès le début, que les droits de douane seraient à l'entrée en vigueur du CETA, donc c'est-à-dire en fait maintenant, ces droits de douane seraient annulés pour 80%, je crois, ou 90% des exportations, enfin du moins des exportations-importations. Donc, il faut savoir que, en dehors de cet aspect, on va dire extrêmement contraignant sur tout cet aspect réglementaire lié par l'accord, ce qu'on appelle l'ICS, c'est-à-dire le tribunal, la cour, on va dire arbitrale, qui devra juger des plaintes des multinationales, disons, ou des sociétés ou des entreprises contre les États, parce que ces États auraient pris des dispositions contraires, etc., à leurs intérêts, et voilà, et qui seraient de nature à ne pas générer les profits qu'elles escomptaient. Il faut savoir que
déjà, dès le départ, dans l'accord, il y a quelque chose qui montre que c'est un retour en arrière impossible. Il contient une clause qui s'appelle la clause de statu quo, stand still, pour en bon français, dans l'accord, qui rend impossible le rétablissement de droits de douane après l'entrée en vigueur de l'accord sur les produits ouverts à la libéralisation. C'est-à-dire que donc on voit dans le principe du droit que, alors que dans notre législation, dans notre fonctionnement institutionnel, lorsqu'une décision est mauvaise, on peut toujours revenir dessus. Là, ça sera impossible. C'est-à-dire que donc les intérêts commerciaux qui seront prioritaires empêcheront que tout acquis puisse être remis en cause au nom de la santé publique, au nom de la protection de l'environnement, de protection climat. Je voudrais juste revenir sur un point qui me paraît très important concernant le problème de l'agriculture bretonne. Dans le rapport qui a été rendu par la commission nommée par le gouvernement, il y a un paragraphe particulier pour la Bretagne. Dans l'ouest de la France, les élevages les plus petits, moins de 150 truies en Bretagne, qui représentent un peu moins de la moitié des élevages, pourraient être fragilisés sur la base de l'importation, on va dire, de 80 000 tonnes par an, quand même, au bas mot. Leur disparition pourrait mettre en péril la filière, car les plus grands élevages ne seraient pas forcément capables de compenser l'arrêt de production de ces plus petites exploitations. Or, l'élevage porcin génère beaucoup d'emplois. La production de 100 tonnes équivalent chair, je pense, nécessite 4,5 équivalents temps plein. Donc on voit que, contrairement à ce qui avait été dit au départ, où l'on devait avoir une création entre... D'abord on a dit 120 000, après on a dit c'était trop, on va dire 80 000. Là en fait on est sur des constats où effectivement le système mis en place dans l'agriculture bretonne aboutira à du chômage. Ah oui, c'est clair. D'accord, donc les conséquences sont assez éloquentes. Rosanne Perrault ? Sur l'agriculture bretonne, je ne sais pas. Sur la pêche, enfin sur l'élevage, l'élevage de saumon, dans la mesure où, et puis sur la santé des consommateurs, puisque au Canada, on élève des saumons génétiquement modifiés. Et puis il n'y a pas de règle de traçabilité. Ça n'existe pas là-bas, donc on pourra trouver... D'où il vient, quoi. On ne sait pas d'où il vient. Il n'y a absolument aucune obligation pour les entreprises en matière de traçabilité. On pourrait multiplier les exemples. Alors pourquoi est-ce que ça impactera la filière d'élevage ? C'est parce que un poisson génétiquement modifié atteint sa taille adulte 2 fois plus vite qu'un saumon normal, avec 75% de nourriture en moins. On voit tout de suite la démesure. Donc on peut peut-être s'arrêter là pour les exemples. Il y en a plein. On en arrive, messieurs, dames, à la conclusion, en fait, de cette émission, puisque le temps avance. Oui. Rosanne Perrault, peut-être avec vous ? Oui, donc la mobilisation, elle n'a jamais faibli. Là, le collectif national Stop TAFTA est en train de se réorganiser pour ne plus s'appeler seulement Stop TAFTA et pour se battre contre tous les accords de libre-échange dans la mesure où ils s'inscrivent tous dans la même logique aujourd'hui. Donc il faut aussi faire comprendre absolument que le CETA est dangereux parce qu'il crée ce précédent dont on a parlé. Et il est primordial de comprendre que ces accords sont interconnectés. Et puis on peut aussi se poser la question de savoir en faveur de quel type d'accord on pourrait se mobiliser. Eh bien on peut répondre. Il faut se mobiliser pour un commerce international fondé sur la coopération dans l'intérêt réciproque des peuples, à l'opposé d'un faux libre-échange au service des seuls intérêts des firmes multinationales et de leurs actionnaires. C'est ce qu'on appelle le juste échange. Et il faut penser aux pays du Sud qui sont actuellement étranglés par les accords de libre-échange qui sont imposés par les pays du Nord, à ces pays d'Afrique subsaharienne en particulier. Merci Rosanne Perrault. Juste un dernier mot, c'est-à-dire que nous avons regardé avec attention les réactions du gouvernement à ces différentes rapports et nous constatons qu'il y a des divergences entre le secrétaire d'État aux affaires européennes qui lui déclare que le traité va s'appliquer à 100% et donc il ne remet absolument pas en cause en dépit des critiques du rapport. Nicolas Hulot qui lui a toujours dit qu'il était très méfiant par rapport à ces accords du type CETA et donc cette commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale qui donne effectivement un certain nombre d'éléments extrêmement inquiétants de ce que vivrait toute une part de notre population agricole. Donc voilà, donc je pense qu'il faut effectivement, comme dit Rosanne, aller dans le sens de la mobilisation et aller surtout dans le sens d'une pression accrue auprès d'une décision qui n'est pas prise pour que tous ces éléments qui mettent en cause notre mode de vie ne deviennent pas une réalité par une ratification du Parlement national qui serait plus une catastrophe, qui serait un non-sens.
Et Attac est un acteur majeur de cette mobilisation, aussi bien au niveau national que dans tous les comités locaux en fait. Eh bien, merci à vous. Ce sera sur cette parole que nous allons conclure cette émission. Merci à Rosanne Perrault, membre du CA d'Attac, Jean Rouel, président d'Attac Saint-Malo-Jersey, pour cet éclairage sur le CETA. On voit effectivement que le combat est toujours d'actualité plus que jamais. Au revoir et merci. C'est un plaisir. Au revoir et au mois prochain. Au revoir à toutes et à tous.